Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 14 décembre 2023. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant, instant dans lequel il est l'heure d'ouvrir notre nouvelle rubrique dans notre émission, rubrique au cours de laquelle je serai entouré de deux passionnés de trading qui nous viennent directement de Suisse et avec lesquels on va commenter l'actualité qui fait bouger les marchés financiers aujourd'hui. Vous vous en doutez évidemment, on va revenir sur le discours de Jérôme Powell hier, mais surtout sur les perspectives de la Réserve fédérale américaine qui a enfin annoncé la fin de son cycle de resserrement monétaire. On va revenir sur l'impact qu'a eu cette décision sur les indices américains, et notamment le S&P 500 qui a atteint un plus haut de 2 ans hier, plus haut de 2 ans. 2 ans, la date est symbolique puisqu'il y a 2 ans, c'était le début du resserrement monétaire de la Réserve fédérale américaine. On va revenir également donc sur le titre d'Apple puisqu'un cabinet de recherche nous a a calculé que d'ici à fin 2024, la capitalisation d'Apple qui tourne autour des 3 000 milliards de dollars actuellement pourrait atteindre les 4 000 milliards de dollars en fin d'exercice 2024. On reviendra également sur l'indice phare parisien, le CAC 40, qui aujourd'hui a atteint en séance un niveau historique puisqu'il a dépassé les 7 600 points en séance, ce qui n'était jamais arrivé depuis que l'indice phare parisien existe. Et puis, nous reviendrons également sur les évolutions récentes du cours du baril de Brent et de WTI, cours de baril du pétrole qui sont en chute libre depuis que le cartel de l'OPEP et ses amis de l'OPEP+, n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur des prévisions de production pour l'exercice 2024, faisant rejaillir cette sempiternelle question, j'exagère, mais en tout cas cette question de l'éventuelle guerre des quotas au sein de l'OPEP. Voilà, pour discuter de tout ça, je suis entouré par mes deux passionnés de trading que sont Thomas Veillet, qui est en duplex en direct de Suisse. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour Thomas Veillet, vous êtes cofondateur de la WOOZ Academy et également fondateur du site investir.ch. C'est donc un ravi d'être avec vous puisque vous êtes considéré comme le vulgarisateur suisse des marchés financiers. Et en plateau, à ma droite, je suis accompagné par James Détoiti, alias le loup de Zurich. James, vous êtes trader pour compte propre, vous êtes vice-président du SAMT, c'est la Swiss Association of Market Technicians, l'association suisse des analystes du marché. C'est comme la FAT, mais c'est en Suisse. C'est comme la FAT, mais c'est en Suisse. Donc c'est en gros, c'est l'association suisse des analystes techniques et vous êtes également cofondateur de la WOOZ Academy. WOOZ Academy sur laquelle on viendra en toute fin d'émission. Thomas, c'est avec vous que je vais commencer puisqu'on va revenir sur la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale américaine communiquée hier. Donc statu quo, comme tout le monde s'y attendait, mais surtout au-delà de ce statu quo, c'est les perspectives qui sont intéressantes puisque la Fed a enfin communiqué sur la fin de son cycle de resserrement de politique monétaire courant 2024. Les marchés ont été totalement à la fête hier, sous perfusion ce matin encore. Du coup, par la force des choses, est-ce que ça peut continuer selon vous? Et est-ce que, ça vous semble soutenable ce mouvement? Bon, là, le plus difficile à timer et à trouver et à comprendre finalement dans la finance, de mon expérience, c'est surtout sur le principe qu'aujourd'hui, il n'y a aucun moyen de savoir à quel moment l'euphorie se termine. Et en fait, c'est exactement là où on en est aujourd'hui, c'est qu'on est en plein cycle euphorique de la part des marchés financiers. Tout le monde savait que la Fed ne monterait plus les taux, tout le monde savait on espérait que la Fed allait changer son fusil d'épaule, tourner de viche, pivoter comme on dit, et puis commencer à parler de baisse des taux à l'aube de 2024. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, donc on a quand même pas mal de choses qu'on attendait. La seule différence, la petite déception qu'on a eue hier soir, c'est quand même sur le principe que finalement, on s'est rendu compte que la Fed attendait pour l'instant 3 baisses des taux en 2024, alors que le marché est plutôt en train de pricer 6 en moyenne, avec certains qui vont déjà sur des 9 ou 10 baisses de taux pour 2024. Donc là, c'est un peu la déception. Donc on aurait pu s'attendre, et j'ai envie de dire, c'est ce que pas mal de gens s'attendaient, moi le premier, c'est que finalement aujourd'hui on soit dans une phase où la Fed le marché aurait pu déjà
anticiper cet état de fait, pricer les choses et finalement profiter de l'occasion d'hier pour faire du profit taking. Et pour l'instant, non, on est toujours en phase euphorique. On a l'impression que plus rien peut nous arrêter. Et c'est vrai que la grande question aujourd'hui, c'est quand est-ce que cette euphorie va s'arrêter, à quel moment on va tirer la prise. On a vu que les indicateurs contrariants, c'est-à-dire la volatilité, c'est-à-dire le put-call ratio, c'est-à-dire les indicateurs de greed, d'avidité du marché sont au top, sont vraiment signal qu'on est vraiment dans une extension de marché, un peu comme quand on a tiré une élastique jusqu'au bout et que cet élastique va céder. Et en fait, on se pose tous la question de savoir à quel moment ça va s'arrêter, mais on a quand même tous l'impression que la musique va s'arrêter à un moment donné. Mais pour l'instant, euphorie fait que, comme vous l'avez dit très justement, on est sous perfusion d'euphorie et jusqu'à que le sachet soit vide ou que la perfusion soit éteinte, on n'arrêtera pas de monter. Qu'est-ce que vous pensez du fait, alors on va revenir sur cette notion de soft landing, c'est Janet Yellen, présidente du Trésor, qui il y a 2 jours nous a expliqué qu'au vu de la baisse remarquable de l'inflation outre-Atlantique, on était en droit de supposer que l'économie américaine allait atterrir en douceur. Ceci étant, quand on analyse en détail les projections de la Réserve fédérale américaine, que ce soit en termes d'inflation sous-jacente ou de projection de taux directeur pour fin 2024, on se rend compte que le taux d'intérêt réel, c'est-à-dire taux directeur moins taux d'inflation sous-jacente, il se situe aux alentours de 2. Or, on le sait, dernièrement, les sages du FOMC ont expliqué que le taux neutre, dans un environnement de croissance résiliente et d'inflation encore soutenue, se situe autour de 0,5. Du coup, par la force des choses, est-ce que ce soft landing annoncé par Janet Yellen, par les membres du FOMC hier et par l'ensemble, une grande majorité de la classe économique mondiale, c'est une chimère selon vous? Et c'est un risque pour l'exercice prochain. Oui, c'est un risque parce qu'aujourd'hui, on est tellement convaincu qu'effectivement, il va y avoir un soft landing. Madame Yellen, comme vous l'avez dit, l'a répété il y a 2 jours en arrière, comme quoi il n'y avait aucune raison fondamentale économique pour justifier l'anticipation même d'une récession. Donc, on est en train de pricer le fait qu'effectivement, on est dans un monde parfait. Je l'écrivais ce matin dans ma chronique, on est dans un monde où on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui peut nous arriver. On est dans un monde parfait. Tout le monde a mis son scénario en place. La question n'est plus de savoir si on va aller à 5000 sur le S&P 500. La question n'est plus de savoir si on va monter en 2024. La question, c'est de savoir de combien. Et en fait, par rapport au soft landing, ce qui est assez intéressant, c'est que si vous regardez aujourd'hui, comme vous l'avez très justement expliqué, on voit que la majorité des théoriciens, donc la Fed, les économistes, les stratégistes, Madame Yellen, Monsieur Powell, tous ces théoriciens nous annoncent qu'il n'y aura pas de récession. Mais si vous regardez un autre sondage dont on parle beaucoup moins, quand vous interrogez les 500 CEO du S&P 500, je crois qu'on est autour de 85% qui, eux, vous disent qu'on aura une récession. Donc, en fonction de qui aura raison l'année prochaine, on risque d'avoir des surprises. Et je parierais pour l'année prochaine sur un marché qui sera peut-être un petit peu plus volatile que ce qu'on a envie de le prévoir aujourd'hui. Alors, effectivement, je vous remercie beaucoup pour vos explications, Thomas, très claires. On va basculer avec vous, James. Du coup, comment ça se traduit techniquement, graphiquement, cette situation assez complexe quant à la psychologie des investisseurs? Est-ce qu'ils sont dans la crainte ou au contraire, l'euphorie a totalement submergé et envahit l'esprit des investisseurs et des traders? Là, il y a une totale euphorie. Le marché est totalement suracheté. Je vais vous montrer pourquoi. Je suis sur l'indice VIX là, actuellement. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis spécialisé dans les vagues de Wolf, d'où mon surnom. Le Wolf de Zurich. Les figures harmoniques qui vous permettent de détecter des retournements potentiels du marché, d'accord, des zones potentielles de retournement du marché qu'on appelle PRZ en anglais, Potential Reversal Zone. Donc là, je viens de tracer une ligne de trend sur le graphique, on le voit là? Ouais, ok. Donc on a une potentielle vague de Wolf, un point 1 ici, un point 2 ici, un point 3 ici, et on n'aura pas le point 4 parce qu'on est à l'extérieur, mais il est possible qu'on revienne justement sur ces niveaux-là. Je vais vous montrer pourquoi, parce que j'ai détecté en fait une figure harmonique ici que je vais vous montrer. Vous êtes prêts? Figure XABCD. Ah, excusez-moi, c'est ici que ça se passe. Là, c'est du direct, ce sont les aléas du direct, comme dirait Nagui. Alors ici, tac, tac. Donc sur un shark, comme je l'ai expliqué dernièrement sur des webinars,
on va chercher au maximum les 1,130. Voilà, ici, on est exactement sur la zone de PRZ. Donc ce que vous nous dites, c'est que c'est une zone de divergence. C'est une zone de divergence, c'est-à-dire qu'on peut avoir un rebond sur cette zone-là. Je vais vous la tracer, je vais mettre un rectangle ici. En plus, si vous rajoutez le rate of change, le ROC, vous verrez qu'il y a une divergence. Là, j'ai pas pu le mettre, je vais essayer de le mettre ici. Vous avez une divergence avec le ROC. Est-ce qu'il va s'afficher? Bon, il ne s'affiche pas, c'est pas grave. J'ai une divergence ici, donc pour moi, potentiellement, le VIX va remonter autour des 17-18. On a ici un rebond qui part là, on prend Fibonacci. Ça c'est quoi? Ça c'est position Fibo. Je prends mon outil de Fibonacci. On est en direct, voilà. Avec nous, vous voyez, donc c'est la méthode, c'est une analyse technique pure et simple en direct. Qui est dispensée dans la Wiz Academy, du coup, c'est un des aspects, un des sujets, un des points que vous abordez. Exact. Attendez, là il est à l'envers. Je vais le mettre autrement parce que je ne suis pas sur mon compte en fait. J'ai dû appeler un de mes élèves pour qu'il me passe ses identifiants. Voilà, ici, là. Donc sur un shark, on a une figure harmonique shark. La zone potentielle de retournement, elle est ici. Je l'ai fait un petit peu grosse, mais plutôt là, c'est le point D. D'accord? Et on va chercher sur un shark les 50% de Fibo. Donc on va chercher ce niveau-là, qui se situe autour des 17,30. 17,30, c'est un niveau potentiel qu'on peut aller chercher sur un rebond. Le shark, je vais le mettre en vert parce que c'est un shark qui est haussier. Ici, hop. J'espère que tout le monde me suit, personne n'est perdu. Voilà. Ça, c'est pour le VIX. Voilà ce qui peut arriver sur le VIX. Donc ce que je comprends, ce que vous nous dites, James, c'est que globalement, la volatilité, on va citer un retour de la volatilité sur les marchés financiers. Par la force des choses, est-ce que comment est-ce qu'on peut expliquer ça alors que Thomas, a priori, tous les indicateurs sont plutôt bien orientés selon les investisseurs, c'est-à-dire voilà, les taux souverains sont en train de baisser, ils ont encore perdu plus de 10 points de base en zone euro ce matin. Du coup, par la force des choses, est-ce que est-ce que la prévision de ce cabinet d'analyse qui nous explique que le titre d'Apple, la capi d'Apple peut atteindre 4 000 milliards, ça a du sens au vu justement de ce que vient de nous démontrer James, c'est-à-dire que la volatilité va repartir vers le haut? Alors, aujourd'hui, il faut bien comprendre, je pense qu'on est en train de... Si on parle de fondamentaux, aujourd'hui, tout le monde est convaincu que le marché est cher. On est beaucoup monté. Il faut bien essayer de se remettre juste en parallèle par rapport à là où nous étions fin octobre. Fin octobre, petit retour en arrière, mais le 27 octobre, on était au bord du gouffre, on se disait on va tous y passer, le marché va se péter la figure, on va aller à 3800, 3500 sur le S&P 500, et en l'espace d'un meeting de la Fed, on a changé complètement d'orientation et on est tourné complètement bullish. Et sur le cas d'Apple en particulier, juste au même moment où la Fed tournait un petit peu positif au mois d'octobre, tout le monde a vu les résultats d'Apple qui n'étaient pas terribles. Alors, résultats d'Apple pas terribles, il faut toujours les prendre avec des pincettes, mais on voit que globalement, il y a des ralentissements, que les iPhones ne se vendent plus comme ils aimeraient, qu'ils ont des problèmes avec la Chine, etc., qu'ils ont des problèmes de renouvellement de produits chez Apple. Et donc, tout le monde était extrêmement méfiant. On était autour des $165. Et depuis, le titre a repris quasiment 25% sous prétexte qu'il faut simplement avoir des Magnificent Seven. Donc, c'est pas forcément par un effet fondamental, mais par un effet marché qui fait qu'Apple est monté. Maintenant, dire qu'on va encore prendre 1000 milliards de capi en 2024, je pense qu'on parle du cabinet de Wedbush, de M. Dan Ives aux États-Unis. Dan Ives est spécialisé dans les titres techno et il est aussi spécialisé pour les price targets complètement délirants. Le gros avantage dans ce marché, c'est que quand on a un price target complètement délirant, si vous vous trompez, tout le monde s'en fout et on vous en voudra pas. Par contre, si vous avez raison, on s'en souviendra. Donc oui, techniquement, c'est possible. Aujourd'hui, la question que je me pose dans l'immédiat, c'est comment est-ce qu'on pourrait continuer à monter du point là où nous sommes maintenant jusqu'à la fin de l'année 2024. Je pense qu'à un moment donné, on va devoir récupérer de l'énergie. On n'est pas dans un marché logique quand on monte à une vitesse pareille. On dit toujours les arbres ne montent pas au ciel. Là, ils sont en train de le faire. Donc, il faut se méfier. Et c'est un marché contrariant. Et si vous regardez les indicateurs d'avidité, de greed and fear, comme on voit souvent sur CNN, eh bien, au mois d'octobre, on était au bord de la terreur.
et nous avons rebondi. Et aujourd'hui, on est exactement dans le sens opposé. On est complètement greed. On est complètement obsédé par la hausse. Et si vous osez venir sur un plateau télé comme aujourd'hui et dire « Ouh là là, attention, ça va baisser », vous allez vous faire jeter des pierres. Alors effectivement, et on va aborder ça dans un instant, juste après avoir de nouveau écouté James, mais effectivement on est dans une configuration de marché totalement ahurissante. Il ne faut pas oublier que l'inflation qui est au cœur des préoccupations des banques centrales, des politiques monétaires, donc c'est quand même ce qui fait bouger actuellement l'économie, se situe toujours bien au-delà des 2%, et donc du coup, à force des choses, rien n'est gagné. On parle de récession encore aux États-Unis, de récession en Europe, voilà, on va revenir dans un instant de déflation en Chine, enfin bref, on est dans une configuration de marché qui normalement, en théorie, devrait, en tout cas on est dans une théorie, dans une configuration fondamentale qui devrait avoir comme configuration de marché plus de prudence en tout cas. Toujours est-il qu'avec vous, James, on va revenir sur cette notion de volatilité. Vous voulez ajouter quelque chose? Je vais simplement dire ce que je dis souvent à mes élèves, c'est que la volatilité porte bien son nom. Donc faites très attention, ça peut se retourner en un claquement de doigts. Non, effectivement. Et là, ce que je viens de repérer, le chart que je viens de repérer, il est valide, il est validé, et on risque de remonter justement sur les 17,38. Et je vais passer maintenant on passe au S&P. À Apple. On va rester sur Apple et du coup on va voir effectivement si techniquement, graphiquement, ça a du sens de viser les 4 000 milliards fin 2024 ou bien au contraire, comme l'a expliqué Thomas à l'instant, c'est du marketing. Alors Apple, c'est bon, je suis prêt. Eh bien alors on vous écoute, James. Alors Apple, j'ai détecté encore un shark, d'accord. On est sur la zone de PRZ, on ne l'a pas encore éclaté ici, attendez, elle est là, d'accord. Je vous la mets, si vous voulez, bon, c'est la zone de PRZ, on n'a pas besoin de la mettre en rouge. Voilà, ensuite le TP, il sera aux alentours de, si je prends le haut de mon rectangle, autour des 50%, donc il sera ici. 50% c'est là. 182 est potentiellement une target, ici là. Quand aujourd'hui nous sommes à... On est à 180, 197, 96 en... D'accord, donc on a, selon votre technique, des vagues de Wolf. Ça c'est pas une vague de Wolf. Ça c'est pas une vague de Wolf. Ça c'est pas une vague de Wolf. Ça c'est une figure harmonique. En vague de Wolf, on peut avoir ça. Je vais vous le montrer tout de suite. J'enlève ça, ça. Ici, droite de tendance. On va chercher ici 1.1, 1.3 et 1.5. Donc ce qu'il faut, c'est que 5 casse la ligne 1.3, d'accord, puis réintègre. Et ensuite on redescendrait. Et le point 4 serait à ce niveau-là, selon Fibonacci. Là on n'est pas dans du... en général 4 doit être situé entre 1 et 2, mais on n'est pas sur du scolaire ou sur de l'académique, d'accord. On est sur un retracement de Fibonacci. Donc sur un retracement de Fibonacci ici, je ne sais pas l'outil que je... C'est pas la bonne... En tout cas, ce que vous nous dites, c'est que d'après les techniques que vous utilisez, le titre d'Apple est plutôt orienté à la baisse à court terme, en tout cas, quoi qu'il arrive. Du coup, ça va un peu contrer ce qu'on disait, les prévisions de ce cabinet d'analyse qui disait qu'effectivement, fin 2024, 4 000 milliards de capi, quand on en est à 3 000, potentiellement, d'après les indicateurs techniques que James Toiti nous montre, c'est pas, en tout cas, orienté à court terme dans cette direction. Excuse-moi de te couper. Et si on met un... Ishimoku, d'accord, parce que je suis aussi puriste d'Ishimoku, on va trouver une Kijun autour des 50% ici de Fibonacci. Et donc, alors moi qui suis un néophyte de Ishimoku, du coup, une Kijun, ça veut dire? Une Kijun, c'est une ligne d'Ishimoku qui a 26 périodes d'avance. Et je vous ferai un masterclass dessus si vous voulez, privé. Et donc on peut retracer, en fait la Kijun, ça vous dit que le marché est suracheté et qu'il peut y avoir un retournement de 50% du marché. Donc en gros, tous les indicateurs que vous venez de... La Tenkan, elle est avant la Kijun, elle a 9 périodes avant. Périodes. Et elle vous dit c'est une petite Kijun. Et elle vous dit attention, le marché est aussi suracheté, on peut aller chercher... D'accord, donc là on a eu Kijun et Tenkan, Tenkan en fait, c'est pas d'accord. Donc en fait, en gros, globalement, ce que je comprends, c'est que quelles que soient les techniques de prédiction graphique ou technique, le titre d'Apple est plutôt orienté, devrait plutôt tirer vers le bas, surachat, même si étant surachat. Si on est surachat, ça c'est sûr et certain. Regardez, c'est parti comme une ligne droite comme ça. Si je vous trace par exemple deux lignes de tendance... Alors pour autant, Thomas, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais la réponse sur les marchés obligataires de la décision de politique monétaire, enfin en tout cas de la projection de baisse de taux de la politique monétaire américaine, ça a été une baisse
extrêmement importante de tous les taux souverains, notamment aux États-Unis. Du coup, est-ce que ça ne va pas porter les valeurs tech justement à court terme et donc peut-être aller à l'encontre de l'analyse technique graphique de James? Alors, j'ai envie de dire, en théorie, oui. La problématique, c'est que on dit que quand les taux baissent, c'est positif pour la tech, mais avec les taux qui n'ont pas arrêté de monter depuis 2 ans, la tech est montée aussi. Donc, ce qui veut dire que si on est dans cette réflexion, il n'y a pas tellement de logique derrière. Ce qu'il faut faire très très attention quand même, c'est qu'il y a une chose qu'on a tendance à oublier, c'est que quand on regarde l'historique des cycles de hausse des taux et de baisse des taux des banques centrales, eh bien, vous vous rendrez compte assez rapidement qu'à chaque fois que les banques centrales pivotent, c'est à ce moment-là que les marchés commencent à descendre, finalement. Donc, je ne dis pas que c'est négatif que les taux pivotent, mais à court terme, ça peut engendrer des prises de profit sur les marchés, ça peut engendrer une pression vendeuse, et une fois qu'on aura stabilisé l'économie et que l'économie commencera à donner des signes de redémarrage, à ce moment-là, on aura un bull market qui pourra redémarrer. Alors que pour l'instant, on est en train de mettre la charrue avant les bulls, si je peux me permettre, et puis du coup, tout le monde est en train de s'emballer, alors que la réalité pourrait être un petit peu différent. James le disait avant, on est clairement suracheté. La logique voudrait que moi je suis un bullish devant l'éternel, mais j'aimerais bien qu'on se calme, qu'on revienne un petit peu et qu'on trouve un peu d'énergie pour repartir. Parce que là, on est en train de tirer sur l'élastique, comme je le disais avant, et à un moment donné où l'élastique elle va sauter, plus elle sera tendue. Vous savez très bien comme moi, quand ça pète, c'est très violent. Et effectivement, le mouvement de retour est extrêmement important et rapide. Du coup, par la force des choses, on va basculer sur ce thème-là, que ce soit le S&P 500 hier qui a atteint un nouveau record de 2 ans, ou bien le CAC 40 ce matin en séance qui a atteint un record absolu à 7600 points, qui a dépassé les 7600 points en séance. C'est assez incompréhensible dans la mesure où, quand même, si on raisonne en termes de prospective, si on fait de la prospective, si on se projette. Aux États-Unis, la question du soft ou du hard landing n'est toujours pas réglée, voire même de l'éventuelle récession. L'endettement aux États-Unis est également un sujet extrêmement important, endettement qui pourrait être mis en parallèle avec toutes les menaces de shutdown face auxquelles on est mise quasiment toutes les semaines. Du coup, par la force des choses, ça fait quand même fondamentalement beaucoup de points d'achoppement et de points noirs qui devraient gripper les marchés ou tout du moins alerter les investisseurs. En Europe, on parle de récession, la locomotive européenne, l'Allemagne est en plein marasme, la production industrielle ne repart pas comme on le souhaiterait. Si on bascule encore plus loin et qu'on part en Chine, la déflation en Chine est désormais un sujet. Du coup, par la force des choses, est-ce que ça ne fait pas autant, comment est-ce que vous analysez, Thomas, le fait qu'on soit encore totalement bullish alors qu'on devrait être sous le tapis? En fait, c'est assez paradoxal parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a les conditions économiques, comme vous l'avez très bien résumé, qui donnent largement envie de se suicider, parce que là, on n'entend vraiment que du très très noir. On dit toujours que les marchés boursiers sont censés être le reflet d'une économie. Et je crois qu'aujourd'hui, cette année en particulier, on se rend compte qu'il n'y a plus aucune connexion avec la réalité. Aucune, parce que finalement, on se dit, on essaie de faire monter les marchés plus dans une dynamique d'investissement. On sait que certains fonds ont tellement de pouvoir dans les marchés que si eux décident que les marchés doivent monter, les marchés monteront. Et il y a une espèce de déconnexion qui est en train de se faire entre ce qu'on appelle Wall Street et Main Street. Aujourd'hui, si on creuse un petit peu, vous l'avez dit, sur l'endettement, par exemple, aux États-Unis, l'endettement est en train d'exploser, que ce soit le gouvernement ou que ce soit les privés. Aujourd'hui, on a eu un taux de défaut sur les cartes de crédit qui sont à des records historique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, jamais depuis 30 ans, on a eu des taux de défaut de cartes de crédit aussi élevés. En l'an 2000, on n'avait pas fait pire. En 2008, durant la crise des subprimes, on n'avait pas fait pire. Durant la crise du Covid, on n'avait pas fait pire. Et aujourd'hui, on a des niveaux beaucoup plus hauts que ces époques-là, qui n'étaient pas des époques extraordinaires. Au niveau des défauts de cartes de crédit, il faut savoir aujourd'hui que le taux sur les cartes de crédit aux États-Unis aussi entre 24 et 27% de taux d'intérêt sur la dette. Je vous laisse imaginer ce que ça représente quand vous avez $100 000 de dette avec un taux à 27%. Donc il y a des conséquences qui sont extrêmement dangereuses, mais que pour l'instant, le marché, il a des œillères et il ne veut pas voir ce genre de choses. Sauf que, comme James le disait avant, au niveau de la volatilité, tout d'un coup, ça se retourne et puis on change notre fusil d'épaule. Aujourd'hui, on est super bullish et comme je le disais avant, si vous regardiez où on était au mois d'octobre, pas 2 ans en arrière, 6 semaines en arrière, on est au bord du gouffre. Donc ça peut être le même cas dans 15 jours, au mois de janvier, on peut se rappeler, vous allez me dire, mais comment c'est possible que les marchés ils aient perdu 18% en l'espace de 3 semaines? Tout est possible. Et tout est possible. Alors justement, James,
je vais revenir vers vous. Le S&P 500, est-ce que vous pouvez nous faire une analyse du S&P 500 pour nous dire si effectivement cette volatilité dont vous avez démontré qu'elle allait augmenter, eh bien, pourrait être synonyme de retour en arrière, alors même que il est totalement bullish depuis plusieurs semaines. Là, on a un N-Star, on a un bon N-Star ici, on a une figure de retournement ici, d'accord, potentiel. Ensuite, je vous mettrai aussi, il faut parler aussi, bien sûr, je vous les trace rapidement, des petits gaps qu'on a là, qui sont sympathiques et qu'on pourrait aller chercher. Donc ça, c'est aussi... Ce sont des niveaux de support qu'il faut avoir en tête. Qu'on pourrait aller chercher, ces niveaux-là. Il y en a qui préfèrent tracer des rectangles, je peux vous faire un rectangle aussi ici. Non, mais c'est très clair, là, en tout cas. Mais regarde, tu vois ici, regarde Louis, ici, regarde, tu fais ça, hop. Ça, c'est une zone aussi qu'on peut aller chercher. Ça, c'est une zone qu'on peut aller chercher. Cette zone-là. D'accord? Voilà. Tu veux qu'on passe à autre chose? Non, donc du coup, on va chercher 50%. Donc ça veut dire que très clairement, sur le S&P 500, effectivement, il y a beaucoup de volatilité, que le mouvement... Et donc ça veut dire que quoi, James? Ça veut dire que d'un point de vue probabiliste, on pourrait assister à un retour en arrière du S&P 500 à court terme. Exactement. Regarde, tu vois bien en plus comment les 50% de Fibonacci convergent avec la première zone de support. Tu la vois? Ouais, bien sûr. Du coup, d'accord. Donc ce serait un premier mouvement logique, en fait. Un premier mouvement logique, ouais. Ok, je comprends. Et du coup, par la force des choses, donc je reçois beaucoup d'analyses techniques, etc. Donc je commence à avoir compris que si on franchit les 50% de Fibonacci, le retour vers les 60%, en gros, est quasiment acquis après. Bah attends, je vais te montrer ça tout de suite. Attends, ici on est où? 61,8 vers les 61,8, on va regarder ensemble. On va regarder ensemble. Voilà, les 60, regarde, tout converge. Regarde, tu vois les 50%, ils sont là. On est bien sur la première zone de support. D'accord? Et la deuxième zone de support, regarde où elle est. C'est les 61,8 dont tu parlais. Il y a une convergence. Ok, très clair. Ouais, donc effectivement, il ne faut pas crier victoire trop rapidement. Les marchés sont euphoriques ce matin, mais pourraient se retourner tout aussi vite, tout aussi rapidement dans les prochaines séances. Thomas, on va parler du CAC 40 maintenant. Le CAC 40, pareil, plus haut absolu en séance ce matin, 7600. Là, ce matin, à l'heure à laquelle on se parle, on doit être à 7650, quelque chose comme ça, 7500. Alors, on est en dessous des 7600, ça y est, on reflue. 7593, donc il y a un premier mouvement, ça y est, de retour, peut-être de prise de bénéfices, peut-être de prise de conscience, qui sait. Toujours est-il que, comment est-ce que vous analysez cette situation? Est-ce que on va continuer à aller vers... alors les arbres ne poussent pas au ciel, mais en tout cas, ils s'en approchent, quoi. Oui, effectivement, les arbres s'approchent du ciel et donc on est en extension. On est dans une phase d'extension, donc c'est vrai que l'euphorie est impossible à mesurer. Aujourd'hui, les argumentaires pour justifier la hausse, quand vous regardez, si vous prenez la liste de tous les titres du CAC 40 et vous regardez les performances récentes, vous allez quand même vous dire, mais à quel moment on est proche d'une réalité? Il y a des titres qui ont pris des 30-40% en l'espace de 6 semaines, sous prétexte que qu'on n'est pas vraiment en récession en France, que l'inflation ralentit et puis que les gens qui vont faire des courses aujourd'hui, ça leur coûte moins cher qu'avant. C'est pas du tout la réalité. Aujourd'hui, on est en train de se faire une fiction parce que les taux vont baisser. Donc on attend cette fin de cycle qui nous a motivés jusqu'à maintenant. Enfin, moi je commente les marchés tous les matins sur mon site internet et sur des chaînes YouTube, et tous les matins depuis quasiment 8 mois, je ne parle que de l'inflation, que de macro, que d'envisager une baisse des taux ou une fin de cycle. On ne parle plus que de ça. Et du moment où on aura digéré cet effet de manche, si on veut bien, après il faudra se rendre compte que quand vous voulez baisser les taux pour redynamiser l'économie, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'il y a une certaine inertie. C'est comme un paquebot qui rentre dans un port. Si vous ne freinez pas 4 km avant, vous allez vous fracasser contre le port. Donc là, ils doivent essayer d'anticiper, et ce n'est pas mathématique, il n'y a pas de logique rationnelle, et donc il va falloir faire très attention, et ça va être le job de M. Powell maintenant, baisser les taux de manière intelligente sans non plus réveiller l'inflation, ou alors le faire pas assez rapidement et laisser plonger l'économie en récession, parce qu'aujourd'hui plus personne ne price une récession, alors qu'aujourd'hui si l'inflation reflue violemment en Europe, c'est aussi parce que l'Allemagne, la France sont pas au top de leur forme. Exactement, parce que l'activité finalement baisse. On a bien compris que l'inflation est synonyme de croissance et de croissance importante d'activité, mais également quand elle ralentit, la croissance, et bien l'inflation diminue également par la force des choses. C'est assez logique. Du coup, par la force
des choses, James, comment est-ce que le CAC traduit tout cela et est-ce que on peut assister effectivement à un début de repli sur l'indice phare parisien? Alors pour l'instant, moi je vois qu'il y a un petit peu de jus encore, on peut encore monter sur les 1,728, 730, voire 750, d'accord, puis redescendre sur les gaps que j'ai tracés. Sur les 7531, premier niveau. Donc ça veut dire 7428. Quand vous dites, ça veut dire 7800, en gros, les 7780, 7000... Ici, là, tu vois la zone ici, là, 7726, ouais, 7775. D'accord, donc il y a encore du carburant dans la machine. Mais en dessous, tu as encore des gaps, d'accord. Tu as un N-Star ici qui te dit qu'on peut se retourner à ce niveau-là. Donc le marché peut très bien redescendre comme une balle plus bas. Je trace mon outil de Fibonacci, je pars de là, je le fais comme ça parce que je suis pas en fait avec mon compte TradingView, c'est celui d'un de mes élèves, c'est pour ça que c'est un peu, j'ai pas pu tout mettre. Mais pour ceux qui connaissent le ROC, d'accord, le Rate of Change, il peut être justement divergent avec tout ça. D'accord. Vous mettez un RSI, il y a obligatoirement une divergence, vous mettez un oscillateur, c'est aussi un oscillateur, vous pouvez mettre le RSI, d'accord, vous pouvez mettre un MACD, vous pouvez mettre un ROC, et vous pouvez mettre un stochastique, et vous le verrez. Donc en fait, si je comprends bien Thomas et James, ce que vous nous dites, James est plutôt en train de nous dire que la hausse peut continuer, alors que vous nous dites aussi pareil. En fait, si vous nous dites la même chose, en fait, vous nous parlez d'effet d'inertie sur le CAC 40 et l'image du cargo qui met des kilomètres à s'arrêter avant d'arriver au port, on la comprend. Du coup, James, vous nous dites également qu'il y a des signaux quand même de retournement, des divergences baissières. Ceci étant, le mouvement inertique du CAC 40 pourrait l'amener quand même vers les 7700 points, 7730 points globalement. Est-ce qu'on peut remettre le graphique s'il vous plaît? Merci. Donc voilà, donc en fait vous voyez qu'il y a une convergence sur les 23,6 de Fibonacci, le gap là, on peut aller le chercher, ceux qui veulent scalper ou qui veulent faire de l'intraday. Il y a toujours du jus en haut, d'accord, et on peut aller chercher cette zone là, les 7275. Il y avait une petite vague de Wolf qui nous faisait descendre la dernière fois sur les 7389. Bon, à vérifier plus tard. On passe à quoi ensuite? Très clair. On va basculer sur le secteur énergétique, le pétrole. Pétrole et gaz. D'abord, on va commencer par le pétrole. Le pétrole qui est en chute libre depuis plusieurs séances, depuis plus de 15 jours, suite au mélodrame que l'on a tous suivi avec délectation au sein du cartel et de ses alliés de l'OPEP, au sein du cartel de l'OPEP et de ses alliés de l'OPEP+, puisque, on vous parlait de divergence, James, eux, ils sont divergents quant au niveau de production pour l'exercice 2024. En gros, l'Arabie Saoudite souhaite baisser sa production, souhaite baisser sa production pour tirer les cours du pétrole vers le haut, alors que les pays producteurs d'Afrique de l'Ouest souhaitent, eux, augmenter leur production parce qu'ils en ont sous le coude et ils souhaitent une entrée de devises massive pour continuer à se développer. Du coup, par la force des choses, on assiste à un début de guerre des quotas sur les marchés du pétrole. C'est ce qui grève beaucoup au-delà des perspectives de croissance et ce qui grève beaucoup les cours, puisque l'OPEP a perdu toute crédibilité auprès des investisseurs, auprès des financiers. Du coup, ils vendent du pétrole. Est-ce que ça peut continuer? Déjà, est-ce que c'est l'explication? Est-ce que c'est la seule explication, Thomas? Est-ce que vous en avez d'autres? Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui, la chute des cours du pétrole? Est-ce que c'est aussi macroéconomique? C'est pas que géopolitique, c'est macroéconomique aussi? Oui, c'est macroéconomique parce que les Américains ont besoin d'avoir un pétrole relativement bas. Quand on parle de bas, on parle plutôt d'une zone de 65-70 dollars, parce qu'évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études pour savoir que si vous avez le baril à 150 dollars au niveau de l'inflation, ça ne va pas forcément aider. Donc on veut une inflation basse, on doit avoir un pétrole plutôt bas. Donc c'est ce qu'ont fait les Américains. Ce qui est assez intéressant au niveau du pétrole, c'est que les Américains aujourd'hui sont en train de pomper comme des fous pour pouvoir compenser justement ces coupes de production qui ont été mises en place par les Saoudiens et les Russes. Et comme vous l'avez dit très justement, les Saoudiens et les Russes ne sont pas d'accord avec le reste de PEP par rapport aux coupes. Alors bon, tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet-là. On peut comprendre, on sait que les Russes en dessous de 70 dollars, le pétrole, ça les arrange quand même moyen, et surtout qu'ils ont d'autres soucis en ce moment. Et les Américains, eux, ils aimeraient bien le maintenir en dessous de 100 dollars, ne serait-ce que pour embêter les Russes, mais ils n'ont pas non plus envie de se fâcher avec les Saoudiens. Donc c'est vraiment une espèce de jeu de poker menteur au milieu de tout ça pour satisfaire tout le monde. Ce qui est assez intéressant à retenir, surtout au niveau du baril, je crois qu'il faut vraiment regarder une chose, c'est que pour comprendre les tenants et les aboutissants des mouvements du pétrole, il faut déjà être
très très proche du système pétrolier. La personne comme moi qui regarde le pétrole de très loin ne peut apporter que quelques idées. Mais il y a une chose qu'il faut vraiment faire très très attention, c'est que quand tout le monde tourne négatif sur le pétrole comme ça en train de se produire aujourd'hui, on nous dit oui, si ça casse les 65, on va directement à 30. C'est clairement une figure négative qui est en train de se passer. Mais là aussi, je rappelle qu'il y a 2 mois et demi en arrière, quand le baril était à 95, 95 $, tout le monde était là pour dire ah oui, mais de toute façon c'est bon, maintenant le pétrole il va aller à 120 et à 150. Donc on a toujours cette espèce de là aussi d'indicateur contrariant. Quand tout le monde est bullish, le pétrole repart à la baisse, et quand tout le monde est bearish, le pétrole repart à la hausse. Donc aujourd'hui, oui, on a une instabilité pétrolière, parce qu'on a quand même des tensions au Moyen-Orient qui ne sont pas vraiment réglées non plus, et puis à côté de ça, on a tous les producteurs de pétrole qui ne sont plus vraiment d'accord et plus alignés sur leurs désirs. Et ça crée une instabilité qui crée aussi une volatilité. D'ailleurs, le pétrole est pratiquement plus volatile que le marché en ce moment, mais étonnamment, il a eu une réaction qui est inverse à ce qu'on a vécu sur les marchés, puisque alors que les marchés repartaient à la hausse, favorisé par l'inflation qui baissait, et ben le pétrole était en pleine dépression et repartait à la baisse. Mais par contre, c'est aussi utilisé comme un indicateur de santé de l'économie américaine. Et quand vous avez le pétrole qui repart à la casse comme ça signale aussi le fait que peut-être ceux qui disent qu'il n'y aura aucune chance d'avoir une récession, peut-être c'est pas 150% sûr. Eh bien, écoutez, effectivement, c'est intéressant ce que vous nous dites et effectivement, on va suivre de très près l'évolution des cours notamment les cours de baril de WTI pour avoir justement une image, une perception et peut-être une anticipation un peu plus fine de ce que sera l'économie américaine l'année prochaine. James, le WTI, comment est-ce qu'il évolue et est-ce que justement, comme vient de le dire Thomas, il y a quand même la probabilité qu'il aille vers les 30 $, on y croit, croit peu quand même. Alors avant de commencer l'analyse technique, un peu de mindset, on est à 70 les gars, d'accord ? On a 70 sur le WTI. Sur le WTI, c'est les soldes. Donc il faut acheter ce que vous dites. Bien sûr. Donc le marché descend comme ça. Ça peut aller plus bas, mais c'est quand même les soldes. Il faut quand même acheter légèrement. Vous pouvez par exemple avoir une stratégie d'option et acheter des calls sur le pétrole avec une échéance au mois de mars. Mais il y a un peu plus d'un an, on était à 120 $. Ah oui, ça peut rebondir. Maintenant, je vous montre, il y a une figure harmonique intéressante qui dit justement qu'on va rebondir. Elle est là. Je vous la fais vite fait. Ici, ici. Voilà, on a un butterfly, on va jusqu'à 618, 617. Voilà, on a un butterfly haussier. Donc on peut arriver à ce niveau-là. Je vais vous le mettre ici, comme ça. La zone de PRZ, elle est à peu près là. Le stop loss, vous le gérez selon votre money management, toujours. Ici, et on monte. D'accord ? On monte et on irait chercher éventuellement le gap que vous avez ici. D'accord ? Et je vais voir s'il y a une convergence avec Fibonacci. Attention, c'est magique. Hop, je descends ici, bam bam bam, je me mets sur le plus bas de mon rectangle, je le prends comme ça à la louche. Voilà, même si je le prends, regarde, si je le prends ici, tu vois, je suis vraiment entre les deux ici. Donc potentiellement, on peut aller chercher les 80. Donc le strike, il serait autour des 80. Ok, effectivement. De toute façon, alors, voilà, on raisonne sur du long terme. On ne se contente pas juste d'une évolution de cours à un instant T, mais bien effectivement, aujourd'hui, les cours du Brent et du WTI sont dans le vert, plus 1,4% pour le Brent, plus 1,38% pour le WTI. Tout ceci fait suite, évidemment, à la décision de la Réserve fédérale américaine de mettre fin à son cycle de resserrement politique monétaire courant 2024. On va finir, James. On a fait le tour de tout ce qu'on voulait voir. On va parler encore du gaz, éventuellement avec vous, James. Mais on va s'en garder sous le coude pour une prochaine émission, puisqu'on voulait vous parler du gold, on voulait vous parler de quoi d'autre, James? Qu'est-ce que vous aviez? J'ai aussi le BTC. Le Bitcoin, alors effectivement, on fera un point crypto. Un spécial crypto, on n'a pas du tout abordé les cryptos. Du coup, par la force des choses, il y a matière, mais le temps file. Du coup, on peut faire le gaz vite fait parce que on fait le gaz. Voilà, le oil et le gaz, c'est quand même close bound, c'est quand même assez lié. Là, on a une figure, je pense, BAT à aller chercher, d'accord? Mais peu importe. Ce que je voulais vous montrer en dehors de la figure harmonique, c'est pas ça. Je voulais juste vous parler de mindset, c'est-à-dire que vous voyez que les cours du gaz sont à la baisse. Eh ben, elle est où la caméra? Elle est là. Regardez vos factures. Vos factures sont comme ça et les cours du gaz sont à la baisse. Posez-vous des questions. Il y a une grosse divergence là-dessus. Voilà, je vais rester là-dessus. C'était Thomas Veillet et le loup de Zurich. Paka. Bon, monsieur Thomas Veillet, vous voulez rajouter quelque chose sur les évolutions récentes des cours du gaz et du GNL notamment?
Non, Non, le gaz, pour être très honnête, je pense que si on veut parler du gaz, il faudrait vraiment regarder les graphiques parce que c'est tellement complexe. De nouveau, et vous savez, tout ce qui est matière première, et ça, c'est une chose qu'il faut vraiment que les gens comprennent bien. Quand on veut faire du trading, si vous voulez faire des matières premières, il faut déjà comprendre tout le cheminement de la matière première pour bien comprendre comment ça se traite. Si vous regardez par exemple les matières premières classiques, historiques, je sais pas, le sucre, le cacao, le café par exemple, eh bien les traders qui traitent ça, ils ne traitent que ça. Ils sont concentrés sur une seule matière première et vouloir faire trop de choses à la fois, des fois c'est un petit peu dangereux. Et le gaz, c'est tellement complexe et je crois que c'est encore plus complexe que le pétrole. Donc perso, moi ça fait partie des valeurs où je préfère avoir de regarder de loin et donner un avis, mais sans rien faire. Bon, bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup, messieurs. Juste avant de vous souhaiter une excellente journée et de vous dire à bientôt, je rappelle aux téléspectateurs qui nous regardent que vous êtes cofondateurs tous les deux de la Woos Academy. En quelques mots, qu'est-ce que c'est la Woos Academy ? La Woos Academy, c'est une école internationale de trading, d'accord, parce qu'avec SAMT, la Swiss Association of Market Technicians, et Patrick Pfister, le président, on est dans l'éducatif. Donc c'est très important pour nous que les gens rentrent dans les marchés sans faire d'erreurs, sans faire de bêtises. On communique beaucoup là-dessus, on n'a encore rien publié, d'accord. On appuiera sur le bouton entre le 15 janvier et le 30 janvier, d'accord. Mais le board, ça sera la crème de la crème internationale. Voilà, je ne vous en dis pas plus, ça arrive bientôt, la Woos Academy. On a déjà une chaîne YouTube qui s'appelle The Woos Academy. Vous pouvez aller vous inscrire, vous abonner. Et si vous aimez, vous pouvez justement liker les vidéos. Thomas, un mot sur la Woos Academy ? Non, ben moi je suis comment on dit, le wingman de James à côté. J'ai débarqué un peu là-dedans, un peu par hasard, parce que je suis plus un vulgarisateur des marchés financiers. Ça fait 18 ans que je fais de la chronique boursière et de l'investissement à côté, bien sûr. Mais c'est vrai que je fais beaucoup d'analyse technique depuis que j'ai commencé ma carrière. Vu la couleur de mes cheveux et de ma barbe, vous pouvez savoir que ça fait un moment que je suis là. Et donc j'ai suivi ça depuis longtemps. J'en ai fait pas mal, mais pas au niveau de James. Et à force de voir comment il travaillait, j'ai été obligé de me rapprocher du concept, puisque on dit que c'est pas une science exacte, mais en tout cas, quand je travaille avec lui, on est souvent pas trop faux. Et ça fait quand même envie d'aller le vendre un petit peu plus loin et d'en faire profiter d'autres personnes. Eh ben, écoutez, en tout cas, messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, cette première, cette nouvelle émission que j'espère à laquelle je souhaite une longue vie. Les passionnés du trading, avec Thomas Veillé, vous êtes fondateur du site investir.ch, avec James Détoiti, trader pour compte propre, vice-président de la SAMT, c'est l'équivalent de la FAT, de la FAT suisse, et tous les deux, messieurs, vous êtes cofondateurs de la Woos Academy. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Et puis, je vous donne rendez-vous bientôt pour une suite de ce rendez-vous. Et écoutez, messieurs, très bonne journée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.